Nous serons exactement dans plus ou moins 2 ans à notre 4e cycle électoral. 17 ans après, est-ce que l'électorat congolais est devenu plus consciencieux? Est-ce que l'électeur congolais est devenu averti ou mature pour faire le bon choix? Quel rapport y a-t-il entre élection et souveraineté nationale? On va parler de toutes ces questions dans l'invité. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Je reçois pour ce numéro monsieur Modeste Mbodi Gaba, qui est écrivain ainsi que auteur. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici pour réfléchir sur des questions, je dirais, épineuses, relatives justement à notre souveraineté nationale, à l'avenir même de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons décrypter votre dernier article, qui est plutôt un appel lancé le 17 janvier à toutes les forces du progrès. Vous l'avez intitulé comme ça, « Changer l'homme congolais pour changer le Congo ». Changer l'homme congolais pour changer le Congo. On voit là-dedans le changement de mentalité, etc. Alors, j'ai une première question. Pourquoi avez-vous lancé cela aux forces du progrès? Qu'entendez-vous par force du progrès d'abord? Oui, c'est que vous n'avez pas donné l'intitulé complet parce que je parle des méritocrates, voilà, et de forces de progrès. Parce que pour moi, je crois que je ne suis pas le seul, la méritocratie est exactement ce qui manque ici dans nos pays, pas seulement au Congo, mais un peu partout en Afrique. C'est qu'on ne se soucie plus de chercher le meilleur dans chaque spécialité, dans chaque domaine. On se contente de prendre le cousin, le neveu, l'ami du cousin ou l'ami de tel, sans se soucier du travail qui doit être fait. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il faut ajouter que celui qui n'est pas à sa place, il détruit. Et donc nous avons perdu de vue qu'en ne choisissant pas les meilleurs, pour que chacun soit à sa place, nous avons contribué à la destruction de notre pays, tout simplement. Et tout cela a lien aux élections. C'est au niveau de l'élection que nous choisissons ou désignons ceux qui vont nous diriger. Oui, parce qu'en démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Le choix des élus passe par des élections. Et lorsque vous n'avez pas pris soin de vous assurer que l'électeur saura faire le meilleur choix, vous contribuez également à des élections qui ne donneront pas les meilleurs résultats. Ok. Comment on arrive à faire un bon choix au niveau de la masse, puisque c'est à peu près 50 millions de gens, c'est l'électorat congolais qui vont voter. Et comment on arrive à détecter la crème, la personne qu'il faut à la place qu'il faut? D'abord, il faut dire que tous les 50 millions de Congolais sont des bons électeurs. Mais ça dépend à quel niveau. Tous les 50 millions de Congolais sont des bons électeurs. Mais pas à tous les niveaux. On va y arriver. On va y arriver à votre schéma. C'est plutôt une sorte de stratification que vous proposez pour arriver à des bonnes élections, justement. Mais dans votre article, il y a le mot souveraineté qui a plus d'occurrence. On le retrouve un peu plus partout là. Il occupe une place prépondérante. Vous dites que nous l'avons perdu depuis la mort de Lumumba. Nous ne sommes plus un État souverain et indépendant depuis la mort de Lumumba. Donc nous n'avons jamais été un État tout court alors. Mais il faut malheureusement avoir l'honnêteté de le reconnaître, parce que qu'est-ce que c'est la souveraineté? Comme disait Victor Hugo, le peuple, lorsque le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le peuple aura l'intelligence voulue pour comprendre les enjeux et les défis qu'il faut relever, ce peuple aura l'intelligence aussi de choisir les hommes et les politiques qui devront répondre
faire face à ces enjeux, relever ces défis. C'est pour cela que la notion de souveraineté est une notion tellement importante pour vous. Un peu fourre-tout aussi. Hein. Ok. Parce que, au nom de la souveraineté, on se permet beaucoup de choses. Hein. Mais c'est parce qu'on sait que le vrai souverain, c'est-à-dire le peuple, n'y voit que du feu. Lorsqu'on sait que le peuple est effectivement avisé, saisit exactement ce qui doit être fait, on ne joue pas avec ce mot souveraineté. Donc aujourd'hui, nous avons perdu notre souveraineté parce que il faut reconnaître que le gouvernement Lumumba était quand même le premier symbole de ce souverain congolais, le peuple, qui a choisi ses dirigeants en 1960. Et le jour même qu'on proclame l'indépendance, les problèmes commencent. Parce que déjà, on sent que Lumumba n'est pas prêt à jouer le jeu de faux souverain, justement. Lui, il veut que cette souveraineté soit effective. Et déjà, on sent que les tensions commencent à monter. Et on veut déjà... Non, je ne peux pas dire on veut déjà. Déjà avant la formation du gouvernement, Lumumba, si vous réalisez l'histoire, vous constaterez qu'on a tout essayé pour qu'il ne soit pas Premier ministre. Finalement, on se dit, bon, on ne peut pas faire autrement. Le peuple a choisi et il a une coalition, et il a une majorité. Et il n'y a pas moyen de refuser cette évidence. On le laisse quand même prendre la direction du gouvernement. Mais on se rend compte tout de suite qu'il ne va pas transiger avec ça. Qu'il veut effectivement que ce soit une vraie souveraineté. C'est-à-dire être capable de dire à tous les amis étrangers que ça, on est d'accord, mais pas ça. C'est ça la souveraineté. Ça, on peut encore discuter pour trouver une meilleure formule. C'est ça la souveraineté. Ce n'est pas la capacité de dire non, 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 non tout le temps. Non. La souveraineté, c'est tout simplement cette capacité de regarder ce qui est effectivement ce qui correspond aux intérêts du pays, de la population. Est-ce que c'est ça qu'on accepte. La souveraineté veut dire aussi si le peuple qui est souverain primaire est aussi éclairé? Il y a un lien entre le côté averti de la population et souveraineté. Exactement, vous avez exactement compris. Parce que quand Victor Hugo disait cela, il savait que le peuple n'était pas suffisamment averti, suffisamment informé pour qu'il puisse exercer pleinement sa souveraineté. Et il a donc dit, il faut d'abord que le peuple arrive à ce niveau de conscience politique, de capacité de comprendre, d'appréhender les enjeux, etc., pour qu'il puisse soutenir les leaders qui vont porter ça. C'est ça la souveraineté. Donc, le peuple perçoit les vrais enjeux, il regarde sur la scène politique les hommes ou les femmes qui portent ces attentes-là, et ce sont ces hommes et ces femmes qui sont choisis par le jeu des élections. Et donc, les élections est un passage obligé pour permettre au peuple d'exercer sa souveraineté, mais à condition que les choix qui sont faits sont des choix rationnels, des choix intelligents. Et malheureusement, la démocratie qu'on nous a amenée ici, maintenant on se rend compte que vraiment c'est complètement... quand on voit ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et un peu partout là-bas, au Tchad, en Guinée, on se rend compte que moi, dès le début, j'avais appelé ça médiocratie. Dès le début. J'ai écrit un livre, Croisade contre la médiocratie, pour montrer que la démocratie à l'occidentale, assaisonnée à la sauce africaine, ne pouvait pas donner ce que les gens attendaient réellement de cette, disons, de ce changement d'État, parce qu'on passait d'une époque où c'était les dictatures qui régnaient partout. Vous dites, est-ce qu'une population avertie et intelligente, c'est une population forcément alphabétisée? C'est cela votre raisonnement? J'ai déjà montré la nuance qu'il y a entre la connaissance qu'il faut avoir des enjeux et les niveaux d'études. C'est important d'étudier, évidemment. Mais lorsque vous êtes un acteur
un citoyen lambda au niveau de votre commune, au niveau de votre groupement. À la limite, vous n'avez pas besoin d'avoir été à l'école pour comprendre que dans le quartier, les caniveaux ne sont pas débouchés, le centre médical du coin n'est pas pourvu en médicaments, les toitures des écoles où vont les enfants n'ont plus de toitures, justement. Et donc, à un certain niveau, n'importe qui peut jouer correctement son rôle d'électeur. Vous faites là la promotion de la démocratie participative qui implique beaucoup de choses, notamment que l'on mette à la disposition des habitants d'une région l'information qu'il faut pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Exactement, exactement. C'est l'information qui conduit le comportement des gens. Ok. Alors, Lumumba, en son temps, disait, je suis en train de paraphraser un peu son idée, après moi, il y aura d'autres Lumumba qui y viendront. Est-ce que nous avons connu d'autres Lumumba, en dehors du vrai, qui est décédé depuis 61? Bon, peut-être qu'ils viendront. Jusque-là, non. D'après vous, non. De toute façon, le cadre n'est plus le même. Est-ce qu'il faut savoir que dès que nous sommes indépendants, entre guillemets, on fait tout pour verrouiller le système. Le système est verrouillé, les gens ne peuvent plus s'exprimer comme avant, parce que Lumumba, lui, a pu s'exprimer pour se faire connaître, se faire remarquer. Mais après lui, ce qui arrive, bon, ce n'est plus exactement la même chose. On veut justement qu'il n'y ait pas d'autres Lumumba. Le système qui est mis en place ne veut plus d'autres Lumumba. Et donc on va veiller à ce que tout soit orienté, tout soit encadré de telle sorte qu'il n'y ait plus d'autres Lumumba. Mais malheureusement pour eux, cela n'est pas possible. Parce que la parole, c'est difficile de l'enfermer. Surtout aujourd'hui avec l'explosion du net, etc. L'information est diffusée en temps réel sur l'ensemble du globe. Donc, il faut dire que c'est eux qui sont maintenant en difficulté parce que les Lumumba finiront par effectivement ressurgir et montrer que la souveraineté du Congo, il faut la reconquérir. Alors, pour que l'on recouvre notre souveraineté nationale, vous proposez plutôt un schéma. C'est un format pyramidal de l'électorat. Vous l'aviez évoqué, effleuré un tout petit peu, c'est-à-dire au niveau local, qu'il y ait des gens bien spécifiques qui voteraient, ainsi de suite au niveau provincial, jusqu'au niveau national, c'est-à-dire suivant la conscience politique de chacun ou de chaque groupement de personnes. Est-ce que vous ne faites pas trop l'éloge de l'intelligentsia, de l'intellectuel ? Ben, je suis désolé, mais je crois que c'est mieux que de faire l'éloge de la bêtise quand même. Je crois qu'on ne peut pas rougir de faire l'éloge de l'intelligence. Parce qu'en plus, il ne faut pas croire que les gens intelligents, il y en a seulement dans les pays développés et autres. Les gens intelligents, il y en a partout. Et donc, nous n'avons pas à avoir honte de dire que seuls les gens intelligents. Et j'ai déjà défini ça. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre son environnement, les enjeux, les défis qu'il y a à relever. C'est ça l'intelligence. Eh bien, nous avons des gens qui sont intelligents pour pouvoir effectivement porter des attentes de leurs semblables au niveau de leur pays pour transformer le Congo. Donc ne soyons pas gênés de dire que l'intelligence est importante. Mais j'ajoute qu'en ce qui nous concerne, nous devons toujours allier le savoir à l'éthique et à la morale. Et même, c'est le triple plan que vous appelez, le triple plan moral, éthique et académique. Et même faire précéder l'intelligence par l'éthique et la morale. Parce qu'on peut être quelqu'un d'hyper intelligent et être aussi un truand. J'allais rétorquer en disant que jusqu'à ce jour, nous avons connu pas mal d'intellectuels, que ce soit aux côtés de ceux qui nous dirigent, à la présidence, dans des cabinets ministériels. Mais malheureusement, le pays se trouve à l'état où il se trouve maintenant. Aujourd'hui, l'intelligence, ça ne dit plus rien chez pas mal de gens. Parce que justement, c'est très important ce que vous dites, parce qu'il faut aujourd'hui opérer cette rupture entre ce qu'on avait de l'intelligence jusqu'ici, croyant que ça suffisait pour
être tranquille qu'on a des gens intelligents au pouvoir, donc c'est bon, etc. Aujourd'hui, on a justement la démonstration qu'on peut avoir des gens bien formés, des diplômes, plusieurs diplômes, etc., mais qui sont des voyous, des truands, excusez-moi d'utiliser des termes comme ça. Il y a une dimension morale qui manque. Parce que la dimension morale et éthique n'est pas là. Or, lorsque vous n'êtes pas moralement et éthiquement solide, pour savoir justement dire non, parce que le non là dont je parlais, c'est d'abord au niveau éthique que ça se passe. Vous dites non, ça c'est pas bon pour mon pays, donc vous m'amenez des millions, mais je ne signe pas. Ce n'est pas une histoire d'avoir été... Parlons de votre schéma, de votre format pyramidal. Comment on arrive à stratifier un peu la population ? Ceux qui seront réservés ou ceux qui seront consultés pour des questions locales, ceux qui seront consultés pour des questions provinciales. Dans votre raisonnement, on va arriver à stratifier les gens comment ? Merci pour cette question parce qu'elle est très importante et nous permet d'avancer justement dans cette réflexion. Il y a d'abord une chose basique, c'est que ne pas savoir lire et écrire est pour moi l'handicap absolu. Parce que le fait de ne pas savoir lire et écrire vous coupe en quelque sorte de la capacité d'entrer dans les affaires du monde. Parce que vous allez juste vous contenter de parler avec des gens, vous êtes toujours dans l'oralité. Vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas lire. Vous ne vous imaginez pas que l'handicap que ça représente. Donc pour moi, et justement pour mettre fin à cet handicap, il faut montrer que c'est vraiment un gros handicap. En disant voilà, désormais, pour voter au-delà du niveau local, parce que seul au niveau local, on peut aller à la rencontre de son élu, facilement. Même à pied, on va le soir, on le voit, on lui dit mais telle chose là, moi j'ai pas apprécié, etc. Excusez-moi d'ouvrir une parenthèse rapidement, même au niveau local, on prend des bourgmestres, c'est déjà assez difficile de le rencontrer, ils sont entourés des policiers, alors que normalement un bourgmestre c'est le monsieur de contact, le monsieur de tout le monde, qu'on peut se rencontrer dans la rue, qui marche peut-être à vélo, mais bizarrement ici, même au niveau local, c'est difficile d'avoir accès à un élu tellement qu'on a une vision un peu surdimensionnée du pouvoir. Oui, mais parce que justement nous sommes dans un système où, comme vous l'avez dit, le pouvoir est perçu comme quelque chose de très lointain. On n'arrive pas facilement à rencontrer celui qui l'exerce. Mais le système que nous allons mettre en place, avec cette stratification, fera en sorte que l'élu qui sera là, c'est lui qui va demander aux gens de venir chaque soir le voir, parce qu'il sait que son autorité repose sur ça. Donc, lorsque ce système changera, on aura des élus à tous les niveaux qui sont effectivement des gens qui ont vocation de servir. On n'aura plus de gens qui viennent parce qu'il a mis un peu d'argent là-dedans et tout ça. Non, cette catégorie d'hommes politiques va disparaître. Donc, vous disiez le moins alphabétisé ou peut-être le moins, je dirais, instruit se limiteront à être consultés au niveau local. Celui qui n'a pas été à l'école, pour que justement au scrutin prochain, dans 5 ans, il puisse vouloir aussi aller jusqu'au niveau provincial, parce qu'il y aura des cours d'histoire. Hein. Tout le monde voudra aller là-bas pour apprendre à lire et à écrire. Parce que c'est déjà à la maison que ta femme va te dire, mais toi, tu ne peux pas aller un peu plus loin. On ne résiste pas à ça. Et donc, tout le monde, avec ce système, tout le monde, en moins de 10 ans, il n'y aura plus d'analphabète dans ce pays. Et donc, à ce moment-là, tout le monde sera électeur, au moins jusqu'au niveau de la province, et peu plus tard, peut-être dans 30 ans ou même moins, tout le monde sera électeur à tous les niveaux. Ok, et qui vote à tous les niveaux? Qui vote au niveau national? Le profil? Celui qui vote au niveau national, c'est celui qui a effectivement la conscience des enjeux qui sont énormes, que nous devons relever, et les défis qui vont avec. Et c'est celui-là qui va être tellement exigeant dans le choix des hommes et des femmes à porter au niveau national qu'il n'y aura plus d'aventuriers. Dernière question, quels sont les avantages de ce format? Et puis, les avantages sont illimités. D'abord, déjà, au niveau pratique. Au niveau économique, Oui. Les élections vont coûter peut-être le tiers de ce que ça coûte aujourd'hui. Ça, c'est déjà énorme, ça, comme gain. Mais aussi, la gouvernance va être tellement
nous allons avoir les meilleurs élus du monde. Pour ne pas... En tout cas d'Afrique, ça c'est sûr. Merci, Monsieur Modeste Mbonigaba, pour cette réflexion. Intéressante en tout cas. Je rappelle, vous êtes écrivain, auteur d'une trentaine d'articles et ouvrages et d'autres textes sur les élections, la démocratie et le développement en Afrique. Merci, monsieur. Merci à vous également pour votre fidélité.